Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. J'ai choisi de me battre, j'aurais préféré que ça reste en famille. Malheureusement, dans notre famille, c'est comme ça. Voilà les mots très durs, amers aussi, écrits par Laura Smet, la fille de Johnny. David Hallyday et elle ont donc décidé ce matin de déclarer une guerre de succession, on va appeler ça comme ça. Peut-être une guerre à Laetitia Hallyday aussi, qui est devenue par le biais d'un testament californien, je précise parce que c'est très particulier la loi californienne et on va y revenir, l'unique héritière de son mari, aux yeux du droit californien. Est-ce légal? Est-ce attaquable? À quoi faut-il s'attendre entre les deux camps dans les mois, peut-être même les années qui viennent? On va en parler avec l'avocate Hélène Poivet-Leclerc. Merci beaucoup d'être avec nous. Spécialiste en droit de la famille et des successions. Et avec Yves Bigot, le patron de TV5, ancien journaliste rock ici même, patron de Mercury aussi un temps, l'ex-maison de 10 de Johnny Hallyday. Bonsoir et merci. Bonsoir Laurent. Avec vous évidemment également au 39-21, j'attends vos questions et j'attends également vos réactions et il y en a déjà bien sûr. Yves Bigot, d'abord, vous attendiez à ça? À ce déclenchement d'hostilité 2 mois après les obsèques? C'est moche, très franchement, on espérait y échapper. Mais on pouvait imaginer, vous savez, déjà dans les familles, tous ceux qui nous écoutent le savent et certains le vivent. C'est toujours compliqué, un héritage. Plus il y a d'argent, plus c'est compliqué, et plus en plus vous êtes célèbre, et donc plus ça vient sur la place publique et on est amené en discuter là. On estime à 100 millions d'euros, alors c'est très compliqué, la fortune de Johnny Hallyday, amassée par Johnny Hallyday. Ça vous semble un chiffre raisonnable? Qu'il les ait gagnés au cours de sa carrière, ça ne fait absolument aucun doute. Qu'il reste ça aujourd'hui, ça, je veux dire, je le leur souhaite, mais ça m'étonnerait. Quand même plusieurs dizaines de millions. Mais oui. vous avez l'air de sous-entendre que ça couvait. C'est un peu inévitable. Si vous voulez, déjà, vous avez 4 enfants. Les 2 premiers, chacun de lits différents. 2 autres qui sont adoptés. Avec Laetitia, avec qui il vit depuis assez longtemps maintenant. Donc, on avait, en tous les cas, tous les ingrédients, on va dire, d'un conflit à venir. Donc après, il y avait 2 façons de le manager, c'est-à-dire soit de manière sympa et pour qu'il y en ait pour tout le monde, soit de manière un peu relou, comme on dit, et on a un peu le sentiment que c'est la manière relou qui s'applique aujourd'hui. Toute la problématique, pour en parler aujourd'hui, c'est que Johnny n'est pas là pour savoir ce que lui pensait, ce que lui voulait, et ce que lui a véritablement souhaité. On a quand même un testament, on en a même 4. Oui, voilà, c'est ça. Mais le dernier... c'est le dernier qui prévaut, bien évidemment. Mais le fait d'en avoir beaucoup, c'est perturbant quand même. Oui, ça peut vouloir dire qu'il a changé d'avis. Vous en avez fait combien? Moi, à ce stade, aucun. mais j'ai moins de soucis de gestion de fortune que n'en avait Johnny Hallyday. Hélène Poivet-Leclerc, quelle chance ont David Hallyday et Laura Smet de faire annuler le testament californien qui donne tout à Laetitia Hallyday? Alors, je ne peux pas vous répondre en termes de chance. D'abord, il faut être très prudent en s'exprimant sur cette affaire parce qu'on n'en connaît pas les contours, ni on n'a aucune intimité avec elle. On ne sait pas quel type de testament a été fait. Si c'est un testament holographe, c'est-à-dire écrit par Johnny Hallyday, si c'est un testament en la forme authentique, un testament en la forme internationale, on n'en sait rien. Parce qu'il y a différents supports. On peut faire un testament en l'écrivant soi-même sur une feuille de papier, en le datant, en signant, avec des conditions de validité qui sont particulières à cette forme de testament. En France, on peut faire ce qu'on appelle un testament mystique. C'est encore autre chose. On en voit très très peu. Ce sont des testaments qui sont écrits à la main, qui sont mis dans une enveloppe et qui sont cachetés, remis à notaire avec un certain nombre de consignes. Vous avez des testaments authentiques qui sont rédigés en présence de 2 notaires ou d'un notaire et 2 témoins. Vous voyez, et à chaque type de testament répond à un certain nombre de contraintes de forme. Alors déjà, on ne sait pas du tout si sur la forme, le testament de Johnny Hallyday est parfait, c'est-à-dire s'il ne comporte aucune imperfection. Pas attaquable. Oui. Voilà, déjà, première chose. Deuxième chose, effectivement, les chances de succès, vous savez, il va déjà falloir se poser la question de savoir quelle va être la juridiction compétente. Alors, revenons au départ. C'est un testament, le dernier, le 4e, est un testament californien. En Californie, on a le droit de déshériter ses enfants en totalité. En France, absolument pas. On le redit. Non, parce que la France est un pays qui est un pays de droit continental qui connaît la réserve héréditaire et la quotité disponible. Ce qui signifie qu'en France et dans tous les pays qui connaissent cette réserve,
On ne peut disposer, quand on a des héritiers dits réservataires, c'est-à-dire pour la plupart du temps, pour simplifier le débat, des enfants, on ne peut disposer que d'une partie de ses biens en faveur de qui on veut. Si on a un enfant, on peut disposer de la moitié de ses biens. Si on a 2 enfants, on peut disposer d'un tiers. Et si on a 3 enfants et plus, un quart seulement. Bon, voilà. On dit que le droit qui s'applique est le droit du pays où l'on meurt. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Alors, ça c'est ça aussi, vrai. vous allez me le discuter. Donc tous discutent, en fait. Tous discutent. Oui. Bon. On n'est pas parti pour s'entendre rapidement. Il y a d'abord la juridiction compétente et la loi applicable. Alors théoriquement, la loi applicable, effectivement, c'est celle de la résidence habituelle du défunt. Sauf si le défunt a fait ce qu'on appelle une professio juris, c'est-à-dire si dans son testament, il a indiqué la loi qu'il souhaitait voir appliquée à son testament, qui ne peut être que la loi de son domicile ou la loi de sa nationalité. Si Johnny Hallyday est résident fiscal en Californie, par exemple, oui. Est-ce qu'on considère que c'est la Californie qui est compétente pour décider de sa succession ? Alors ça va pas suffire. Son domicile, ça va pas suffire. C'est pour ça que les avocats des enfants des premiers lits ont matière à discussion, parce que il faut réfléchir en termes d'éléments de rattachement. D'ailleurs, le notariat, je crois que c'est au 110e ou 111e congrès national des notaires de France, a publié une liste de critères pour affiner l'approche sur la loi applicable, qui sont des critères spatio-temporels, des critères de lieu de situation des biens, d'affinité avec le pays, etc. Moi, ce que je comprends de tout ce que vous me dites, c'est que cette histoire va durer des années. Ah, mais ça, je pense qu'effectivement, sans jouer les cassants... Sauf accord entre les parties, quoi. Oui, bien sûr. Alors, vous savez qu'il y a une grande mode maintenant. Ce sont les modes amiables de règlement des litiges. On ne saurait trop conseiller aux parties, effectivement, de se plonger dans une médiation internationale ou autre mode. Johnny Hallyday, il a beaucoup joué avec les frontières, Yves Bigot, hein, ce qui rend la situation compliquée d'ailleurs aujourd'hui. Ah ben Johnny Hallyday, déjà il s'appelle Jean-Philippe Smet, il a pris un pseudonyme américain. Hein. Ça commençait déjà comme ça, mais on peut voir qu'au cours des dernières années, il a effectivement souhaité s'installer à Los Angeles. Alors pas d'ailleurs que pour des raisons nécessairement fiscales ou notariales, hein. Aussi pour pouvoir se promener dans la rue, pour pouvoir amener ses filles à l'école sans qu'on l'embête, sans qu'on le reconnaisse, etc. Puis profiter de la chaleur, du soleil et de la proximité de Hollywood, d'avoir les meilleurs musiciens sur place, etc. Hein, ça a du sens. Mais par ailleurs, effectivement, il y avait eu l'épisode de Gstaad, hein, où il avait acheté un chalet et où il devait résider un certain nombre de jours. Et puis, il y a eu l'épisode aussi de la demande de nationalité belge en 2007, si ma mémoire est bonne, alors à laquelle il peut aspirer, puisque son père était belge, même si Johnny, lui, a choisi la nationalité française à sa majorité, mais qui a été rejeté par la majorité flamande, puisque ça a été l'objet d'un vote au Parlement belge. Donc on pourrait voir quelque chose de vouloir organiser, on va dire, un échappatoire à un certain nombre de juridictions françaises, comme le font souvent des gens qui ont de l'argent. On parlait de Jérôme Cahuzac tout à l'heure, ce qui ne veut pas dire que quoi que ce soit que Johnny ait fait soit délictueux toutefois. Moi, très franchement, ce que je trouve moche dans cette histoire, et je pense que ceux qui nous écoutent le ressentent comme ça. Voilà, c'est l'inéquité entre les enfants. Je pense que le premier testament était beaucoup plus équitable, semble-t-il. Hein. C'était un tiers pour Laetitia et les 2 tiers restants pour les enfants. Alors après, on peut tout à fait comprendre que Johnny ait souhaité protéger ces 2 dernières filles qui sont très jeunes, hein, en bas âge, en disant c'est elles qui ont besoin d'être accompagnées dans leurs études, dans leur vie, etc. Alors que mes 2 grands-enfants ont des carrières, ont vécu, sont installés... Il aurait tout légué à la mère de ces 2 enfants. Dans la vie. Donc on peut imaginer qu'il les ait privilégiés, mais qu'il retire à Laura et à David absolument tout. Ça, voilà, on va dire, c'est choquant. Maintenant, Laetitia, c'est vrai que c'est elle qui vivait avec lui
depuis plusieurs décennies maintenant. C'est elle qui s'est occupée de lui. On voit bien, c'est elle qui s'occupe de l'enregistrement et la production de l'album posthume. C'est elle qui s'est là, on est dans les intentions du défunt et on ne les connaît pas. Ah non, moi je les ignore. Oui, mais ça va être simplement un sujet, on les met sur la table ce soir parce que ça va être un sujet de discussion publique. Je dis simplement, et entre avocats pendant sans doute les mois et les années qui viennent. Je dis juste c'est triste. Et voilà, c'est triste parce que Laetitia a eu beaucoup de mérite. Mais vous savez, sans doute le chagrin aussi de David et de Laura, c'est pas parce que ils ont 51 et 34 ans, je crois, respectivement, que ils ont moins de peine à avoir perdu leur père, d'autant que eux n'ont pas eu, comme Jade et Joy, la chance de voir leur père et d'être élevés par lui de la même façon. Donc ils n'ont pas moins de chagrin que les deux autres enfants. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses qui sont contradictoires et qui sont difficile à trancher. Un peu moche, c'est ce qu'on entend. Un peu moche, relou, comme vous avez dit tout à l'heure. Yves Bigot est avec nous. Si vous partagez le sentiment d'Yves Bigot, 3921. Alain a un témoignage à nous livrer. Il nous a appelé tout à l'heure au standard et on l'écoutera bien sûr. Suite de la guerre de clan chez les Hallyday, après une petite pause. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 3921. 50 centimes la minute. Business Affaires. François Baqueta, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'EasyJet pour la France. Alors, parlez-nous du billet Flexi. C'est un billet pensé pour le voyage d'affaires avec un tarif accessible à partir de 96 € sur un Lille-Nantes, par exemple. Et ce billet Flexi, il apporte d'autres services ? Oui, comme changer votre billet pour un vol plus cher, mais sans surcoût. Eh bien, merci François. Merci, à bientôt sur EasyJet. Business Affaires. Offre de changement de billet sous condition d'un départ 1 semaine avant et jusqu'à 3 semaines après la date initiale du vol. Robin a 10 ans. Il en a connu des choses en 10 ans. Des copains, des copines, des coupes du monde, plusieurs coupes de cheveux aussi. Il a connu les vacances à la mer, le ski et le plâtre. Oui, il a connu bien des choses, Robin, depuis qu'il est né. Mais en 10 ans, une banque moins chère que Boursorama Banque ? Jamais. Boursorama Banque, classée banque la moins chère pour la 10e année consécutive. Et toujours 80 € offerts pour toute première ouverture de compte avec carte bancaire. Détail de l'offre et des études tarifaires sur boursorama-banque.com. Source Le Monde, meilleurbanque.com, février 2018. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. La guerre est donc déclarée chez les Hallyday et on en parle ce soir avec l'avocate Hélène Poivet-Leclerc et avec Yves Bigot. On en parle avec vous évidemment également au 3921 et notamment avec Alain qui nous a appelé tout à l'heure. Bonsoir Alain. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très très bien. Et comment jugez-vous cette affaire ? Eh ben, comme je disais tout à l'heure, comme je suis passé avec lui au Goldreau en 61, 62, 63, j'ai fait plusieurs fois ses premières parties dans les années 70, donc je le connais un peu. C'est pas un ami, mais je le connais un peu, donc c'est impossible qu'il ait déshérité Laura et puis David. Donc soit il était malade et puis il a signé sans savoir ce qu'il signait, soit il n'a pas bien compris puisqu'il parlait bien anglais, mais par contre il le lisait beaucoup moins bien. Donc moi je pense que c'est impossible, ça lui ressemble pas du tout. D'autant plus que toute la partie de son œuvre artistique, David et Laura, c'est quand même les mieux placés pour gérer tout ça. Ah, alors ça, on ne sait pas qui est le mieux placé pour gérer, mais ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est comme un certain nombre de gens, et j'imagine que vous étiez amateur de la musique de Johnny Hallyday, sinon fan, oui. Vous vous dites ce soir, non, ça c'est pas mon Johnny. Voilà, c'est ce qu'on reçoit beaucoup évidemment sur Twitter ou sur les réseaux sociaux ou au standard. Allez-y. Il a la chance de le côtoyer, ça lui ressemble pas du tout, donc c'est impossible. Oui. Dans les affaires de succession, il y a beaucoup de ça lui ressemble pas du tout, Maître ? Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Et puis, alors, on peut peut-être faire le crédit à Johnny Hallyday, parce que le testament ne date pas de quelques jours avant sa mort, j'imagine. On peut lui faire le crédit d'avoir eu les moyens de s'entourer de conseils et d'avoir parfaitement compris les dispositions qu'il a prises. Il y a un précédent qui ressemblerait à l'affaire... Il y a l'affaire Jarre, effectivement. Puis il y a deux affaires qui ont été tranchées par deux arrêts de la Cour de cassation du 27 septembre 2017 et qui ont effectivement posé des règles de principe, à savoir que la question de l'ordre public international, qui est un outil, un instrument pour essayer d'évincer les lois étrangères
applicables quand elles sont contraires, enfin quand elles heurtent certains principes fondamentaux franco-français, et bien que la réserve héréditaire n'entrait pas dans ce registre. Donc on considère que, effectivement, en termes de testament... La loi étrangère... Pourquoi vous parliez de Maurice Jarre? Parce que Maurice Jarre... le père de Jean-Michel. Le père de Jean-Michel. Et de Stéphanie. A vécu aux États-Unis, avait fait une fondation, un trust plus exactement, dont il a rendu son épouse bénéficiaire, et en cas de prédécès de celle-ci, ses enfants nés de cette union, au détriment des enfants nés en France. Et c'est vrai que autrefois, on avait des systèmes qui étaient protecteurs, parce qu'on avait un système qui était ce qu'on appelait la loi de prélèvement, qui permettait aux enfants français en concours avec des héritiers étrangers de prélever sur des biens qui étaient situés en France une quote-part. Ça pourrait se passer dans l'affaire Hallyday, puisqu'il y a au moins une maison en France à Saint-Barth, et l'autre en vente. Malheureusement, il y a une décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2011 qui a déclaré cette loi, qui a abrogé cette loi. Et puis on avait la possibilité aussi de séparer le traitement des biens immeubles des biens meubles. Alors selon les meubles étaient traités selon la loi du domicile du dernier domicile du défunt, et les immeubles leur lieu de situation. L'immeuble c'est bâti, le meuble par exemple c'est le disque, la pochette de disque que réclame Laura en disant tout ça c'est terminé. Maintenant il y a la loi de 2012 qui est applicable aux successions qui sont ouvertes à partir de 2015, et cette loi fait que c'est la loi effectivement de la résidence habituelle du défunt. La question dans le dossier sera de savoir quelle était la dernière résidence habituelle du défunt, c'est-à-dire qu'il y avait suffisamment de rattachement avec les États-Unis. Yves Bigot, d'un mot, l'argent c'était dans la vie de Johnny important ? Ah oui, pour le dépenser. Bien sûr, parce que Johnny, non seulement c'était un flambeur, il n'est pas connu comme étant un gestionnaire de fortune avisé, et puis il était très généreux aussi, il en donnait à ses copains, etc. Donc voilà, ce qu'il y a dans cette histoire, c'est que je me demande, parce que le fait que Laura rende cette affaire publique, est-ce que ça n'est pas justement pour créer de l'émotion et mettre de la pression sur le camp adverse en mobilisant les fans et l'opinion publique. Ouvrir une négociation. Ben oui. Merci beaucoup Yves Bigot, merci à Hélène Poivet-Leclerc d'avoir été avec nous pour nous éclairer. Merci à Alain aussi qui nous rappelait la grande époque du golfe Drouot tout à l'heure.